Bonsoir à tous. À la une de ce journal, après Bamenda et Yaoundé, Douala fait face à une explosion d'un engin improvisé. La scène a sémé la panique à la sortie ouest de la capitale économique du Cameroun. Parmi les personnes grièvement blessées figurent des suspects disposant d'autres matériels de guerre. Le récit des faits en ouverture de ce journal. Et dans la page internationale, la menace terroriste plane sur l'élection présidentielle au Burkina Faso. Pendant ce temps, c'est une crise humanitaire qui se dessine dans la province du Tigré, là où il y a des affrontements entre l'armée éthiopienne et les forces séparatistes. On en parlera dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de la libération de Dame Stéphanie Njomo, qui a été placée en détention il y a une semaine pour avoir raconté son vécu sur le théâtre de la crise anglophone, une radio de la place a diffusé un grossier montage tendant à incriminer Equinox Télévision. En réaction, la direction générale du groupe Equinox exprime sa forte indignation et s'inscrit en faux contre les allégations mensongères concernant le passage de cette femme sur les antennes d'Equinox le mardi 3 novembre 2020. Equinox dénonce avec véhémence le fait qu'un média de service public ait bafoué les canons les plus élémentaires du métier de journaliste en réitérant que la chaîne n'a eu aucun manquement éthique et déontologique dans ses émissions et aucune rétribution pour ses invités. Equinox, fidèle à sa démarche professionnelle, présentera d'autres faits sans délai qui apporteront la lumière sur cette affaire. La direction générale d'Equinox Télévision se réserve un temps opportun d'utiliser toutes les voies de droit qui s'offrent à elle pour rétablir son honneur et sa réputation. Cette réponse sera faite dans une édition à suivre demain, vendredi, sur les antennes d'Equinox Télévision. Évoquons à présent cette scène qui sème la panique en pleine capitale économique du Cameroun, l'explosion d'un engin improvisé à Bonabéry. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées, parmi lesquelles les suspects. Et après les premières investigations, d'autres matériels de guerre ont été saisis lors des descentes de la part de la gendarmerie et des forces de sécurité et de défense. Explication avec Innocent Abega et Xavier Foka. Ce cordon de sécurité dans lequel se trouvent quelques effets épars est une scène de crime manqué. Selon les habitués de ce lieu dit Bonabéry Rail, 2 personnes ont été blessées hier aux environs de 23 heures après l'explosion d'engins explosifs improvisés. J'étais ici là vers les 23 heures. Ici là, il y a une bombe qui s'est explosée. Il y avait un jeune homme qui était en train de passer avec un sac d'eau. Ça a porté au jeune homme tapé et ça a coupé son pied. Pour le moment, il ne sait pas encore, mais on a amené le jeune à l'hôpital. Ils étaient 2, avec un gars, ça a fendu le visage. Selon des informations encore non officielles, les 2 blessés étaient porteurs d'engins explosifs improvisés qu'ils tentaient de disposer au niveau du carrefour des rails, dit Entrée Bonendale à Bonabéry. Les mêmes informations indiquent que la fouille de leur sac a permis de retrouver des matériaux servant à la fabrication des 10 engins. Les 2 suspects ont été interpellés et reçoivent des soins, alors que les habitants du coin n'en reviennent pas toujours. Tout ce qui sont passés ici, ça nous a dépassé parce que je suis ici pendant 23 ans, ici au rail. Les choses comme ça là qui s'est passé, ça nous a dépassé parce que depuis que je suis ici, on n'a pas vu les choses comme ça là. Cette autre explosion rappelle plusieurs autres qui se sont produites dans différents quartiers de la capitale Yaoundé. Une situation qui devient inquiétante au moment où le gouvernement rassure sur la sécurisation des personnes et des biens lors du scrutin du 6 décembre prochain et des fêtes de fin d'année. Comment réagit l'ordre des avocats du Cameroun après l'arrestation et l'audition de plusieurs avocats soupçonnés d'être impliqués dans le mouvement de contestation des décisions de justice concernant la mise en détention de leurs confrères? Élément de réponse avec Joël Essengue et Guy Zogo. Alors que le torchon brûle entre les magistrats et les avocats, la présidente par intérim du barreau du Cameroun s'est exprimée à Yaoundé via une déclaration. Le barreau du Cameroun demande que les auteurs des violences policières soient identifiés, tout comme il a prescrit une enquête contre les avocats impliqués dans cette affaire. Le Conseil de l'ordre a exigé
que soient identifiés et sanctionnés les auteurs intellectuels et opérationnels des actes qui ont été posés par les forces de l'ordre, et en toute responsabilité a ordonné l'ouverture d'une enquête déontologique contre nos confrères, certes en détention, mais qui sont impliqués à la genèse et tout au cours des événements que nous avons eu à dénoncer. Au sujet de cette enquête, le barreau précise qu'il ne s'agit guère de condamner ses avocats. Il s'agit de savoir ce qui s'est passé, parce que à tout état de cause, nos confrères bénéficient de la présomption d'innocence, que ce soit en matière disciplinaire, que ce soit ou en matière judiciaire. Sans décolérer, le barreau dénonce ce qu'il considère comme un guet-apens tendu aux avocats ces derniers jours, alors même que la remise en liberté de ceux incarcérés à Douala récemment était à l'ordre du jour après une rencontre avec le ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Pendant que nous étions dans l'attente de l'audience du 25 novembre 2020, grande a donc été notre surprise de constater que dans la journée du 18 novembre 2020, de nombreux guet-apens ont été tendus à des confrères exerçant à Douala pour les amener par des fonctionnaires de police, se faisant passer pour des clients en détresse, pour les conduire à un certain lieu où ils ont été mis en état d'arrestation et conduits à la police judiciaire. Au total, tout en appelant les avocats à la retenue, la présidente par intérim du barreau souligne également l'urgence d'un sursaut légaliste et républicain du fait qu'avocats et magistrats travaillent ensemble pour la bonne administration de la justice. Le barreau du Cameroun annonce sa prochaine réunion pour le 1er décembre, après les obsèques de son bâtonnier Charles Tchakouté Patié. Pour rappel, la crise actuelle entre avocats et magistrats est née de l'incarcération de 2 avocats à Douala pour outrage à magistrat, suivi d'une intervention musclée des forces de l'ordre dans une salle d'audience du tribunal de Bonanjo. Et parmi les avocats arrêtés durant ces derniers 24 heures, il y a Tamfou Richard et toute une campagne est menée sur les réseaux sociaux pour dénoncer son arrestation et dénoncer les entraves aux libertés, des droits des Camerounais et surtout ceux des avocats. Et cette justice camerounaise qui est mise sur le banc des accusés à la faveur d'un atelier sur l'accès des citoyens à une justice pénale équitable, de nombreux acteurs dénoncent des entraves aux droits humains dans les milieux de justice au Cameroun. D'autres explications avec Emmanuel Job et Aïk Cyril. S'il est un secteur dans lequel les droits de l'homme sont le plus bafoués au Cameroun, selon la société civile, c'est le secteur de la justice. Nous faisons face actuellement de beaucoup de défis dans notre pays, aussi bien sécuritaires que dans la lutte contre le terrorisme. Et à chaque fois, les questions de violation des droits humains reviennent, et particulièrement dans la chaîne de justice pénale. C'est-à-dire qu'on parle ici des arrestations massives, des détentions arbitraires, de la torture, des mauvais traitements, des procès qui n'en finissent plus, et ainsi de suite. S'agissant notamment de la justice pénale, la situation est alarmante. Pourtant, ce ne sont pas les moyens de faire respecter les droits humains qui manquent. Ces violations peuvent être réduites à leur plus simple expression si les acteurs sont aguerris, si les acteurs prennent ces préoccupations comme des préoccupations centrales dans leur vécu quotidien. Ces attitudes changent d'un magistrat à l'autre, d'un procureur à l'autre, selon qu'il est sensible à ces questions ou pas. Donc il s'agit d'agir vraiment sur la sensibilité sur cette question-là par rapport à tous ces acteurs-là. Mise à l'index, l'administration pénitentiaire pointe du doigt la surpopulation carcérale, souvent à l'origine de nombreux abus dans les prisons. Le nombre de criminalités augmente au fur et à mesure que les jours passent. Et vous savez, si on a conçu une prison peut-être avec une capacité de 800, et puis bon, le nombre de criminalités augmente et on se retrouve peut-être parfois dans des 1000 et on est obligé de créer une place pour des nouveaux détenus. Donc on essaye, l'administration pénitentiaire essaye à son niveau de protéger le droit de l'homme. La Sûreté nationale, pour sa part, indique que lorsque des cas de violation des droits de l'homme sont avérés dans les commissariats, des sanctions sont prises. Autant que faire se peut, nous respectons les droits de l'homme. Lorsqu'il y a une récrimination, nous essayons d'ouvrir une enquête et il y a des sanctions effectivement. Quand c'est avéré, parce qu'il y a aussi des dénonciations calomnieuses. Donc l'on veille étroitement à ce que les droits de l'homme soient respectés au cours de toutes nos missions. Quoi qu'il en soit,
En dépit de la législation dont le Cameroun s'est doté, le respect des droits humains pose problème dans le milieu de la justice. Un milieu finalement à humaniser. On observe, malgré les nombreux textes qui constituent autant d'engagements pris par le Cameroun, des violations et en tout cas, si tant il est qu'on avait eu besoin de textes pour cela, une absence totale de prise en compte de la situation de l'homme au travers de l'expérience que nous tous, qui sommes acteurs de la vie sociale, tout comme les professionnels qu'on peut être les professionnels de la justice, on est tous unanimes à constater qu'il y a beaucoup de choses à faire pour essayer un tant soit peu d'humaniser la justice camerounaise. À l'initiative de Nouveaux droits de l'homme Cameroun, un séminaire sur l'amélioration de l'accès à la justice pénale au Cameroun se tient à Yaoundé. Magistrats, OPJ, APJ, personnel pénitentiaire, avocats et autres acteurs de la chaîne de justice pénale prennent part aux travaux. Dans le reste de l'actualité, coup de projecteur sur l'arrondissement de Makak, notamment dans le canton Longuet, là où les populations sont prises au piège des eaux. Pour traverser le fleuve Nion en vue de rallier d'autres localités, il faut emprunter des pirogues de fortune. L'unique bac étant en panne, plusieurs personnes ont trouvé la mort lors des traversées dans cette pirogue de fortune et les conditions de praticabilité de la route sont intenables, dénoncent les populations depuis de nombreuses années sans que leur mobilité urbaine ne trouve une solution auprès des pouvoirs publics. C'est le constat que font Joël Niem et Gladys Sidier dans ce grand reportage. Le canton Longuet est situé dans l'arrondissement de Makak, département du Nion-Ekele, région du centre. Il est coupé du reste du pays, et c'est peu de le dire. Il y a plusieurs semaines, 2 femmes ont perdu la vie en effectuant la traversée sur ce fleuve, le Nion. Elles sont mortes noyées après le chavirement d'une pirogue dans laquelle elles se trouvaient. Selon les riverains, à cause du fort courant, la pirogue s'est échouée sur ce bac installé il y a quelques années. Les populations de l'arrondissement de Makak, dans le département du Nion-Ekele, pleurent. Le bac qui s'est traversé ici au canton Longuet, il y a cela 4 ans, où le bac a eu des problèmes donnés à une société pour réflexion. Aujourd'hui réceptionné particulièrement, ça fait 3 mois, mais ce bac à plus de 180 millions de réflexions n'a jamais fonctionné même un seul jour. Pourtant, l'appareil ne fonctionne toujours pas, aux grandes dames des populations. Voilà, maintenant ce bac on a réceptionné et tous les cordes sont coupés. Est-ce que c'est normal? Quelques jours après, les câbles se coupent. On ne comprend plus. Donc qu'ils nous disent ce qui ne va pas. Si les gens ont pris l'argent, mettre dans leur poche, qu'ils nous disent qu'ils enlèvent même ça là. Qu'ils enlèvent ça. Donc nous, ça nous dérange. Tu ne peux pas voir une voiture alors que la voiture là ne fonctionne pas. On te met là-dedans, ça tombe avec toi. Et on a on dit que c'est bon, c'est bien fait, le travail est bien fait. Alors l'argent est rentré dans leur poche. On ne comprend plus rien. On est même où là? Après les plaintes des populations au sujet du bac défectueux, une pirogue à moteur a été mise à leur disposition. Un programme a même été établi avec des heures de traversée et des catégories de personnes concernées. La priorité ici est accordée aux élèves de lundi à vendredi dès 6 heures. Les élèves là souffrent chaque matin. Il doit partir à l'école de l'autre côté du Nion. Chaque soir, il doit rentrer. Mais comme on n'a pas de pirogue, on n'a pas le pont, ni le bac qui a créé les dégâts là, ils souffrent énormément. Nous souffrons. La nouvelle a été répandue partout dans le Cameroun qu'il a été arrangé et réceptionné par nos élites. Mais regardez, la traversée est devenue très difficile. Les enfants vont à l'école, les femmes sont enceintes. D'autres sont encore couchées hier. 2 femmes ont pu accoucher hier dans les maisons parce que c'est difficile la traversée ici. La vie de chaque jour n'est pas aisée pour ses habitants qui espéraient de meilleures conditions de vie. Après les multiples promesses faites par les hommes politiques à qui ils ont d'ailleurs accordé leur vote. Qu'allons-nous faire alors que nous sommes des militants, des fervents militants du RDPC? Nous avons donné nos voix pour que le RDPC puisse nous aider à ce que ce bac puisse fonctionner. Les gens ne font que mourir. Nous implorons la grâce du chef de l'État. Pour que le gouvernement essaie un peu de voir ce qu'il peut faire, même nos députés voient un peu ce qu'il peut faire, parce que nous sommes dépassés avec la corruption dans ce pays. Les autorités locales que nous avons rencontrées
ne nous apprennent pas grand-chose sur les dispositions prises pour mettre fin aux souffrances des populations. Je suis même rendu sur le lieu avec les autres autorités communales et traditionnelles et aussi les forces de maintien de l'ordre pour apporter un message de compassion avec la population. Et dès qu'on a saisi la hiérarchie, quelques temps après, le ministre des Travaux publics a dépêché une forte délégation qui s'est rendue sur le lieu. Cette délégation a été conduite par l'inspecteur général chargé des questions techniques, et y compris l'entrepreneur qui est chargé de la réparation du bac endommagé. Donc, ils sont venus, on a tenu des réunions ensemble avec les riverains. On a recommandé à l'entrepreneur de chercher un moyen pour faire traverser la population. Et il a donné donc un pirogue à moteur. Le sous-préfet de Makak, dans un élan d'apaisement, a à plusieurs reprises tenté de désamorcer un soulèvement populaire. Il fait savoir qu'un début de solution est en train d'être trouvé. On ne peut pas tirer une conclusion que le bac ne peut plus fonctionner. Pour le moment, on attend que l'entrepreneur vienne d'abord faire son travail. Voilà ce qui est les attentes de nous, les administrations locales. L'arrondissement de Makak est confronté à un réel problème de sous-développement. Les routes enclavées ont été littéralement abandonnées. Les populations se sont donc retournées vers la traversée du fleuve Nyong. Et là encore, elles ne sont pas au bout de leur peine. La voie ferroviaire ici est sans doute la plus plausible pour le transport des marchandises. Le canton Longuet vit au ralenti, en attendant qu'une solution soit trouvée en vue de favoriser la mobilité des personnes et de leurs biens. Les populations dépitées interpellent autorités administratives et élites locales. Parlons à présent de ces spéculations observées autour des prix des denrées alimentaires dans les espaces marchands. Dans le Mungo, des commerçants véreux ont été épinglés lors d'une mission de contrôle des régulations des prix dans les espaces marchands. C'était en présence de nos reporters Cyril Ndjemba, Cédric Chouna et Julienne Berthe-Bissaille. Vous vous êtes rapproché de la délégation du commerce pour exprimer vos difficultés. Et la dernière fois que nous sommes venus ici, vous avez fait ces remarques. Voilà. À la suite de la hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché, des agents du ministère du Commerce sur le terrain pour traquer les commerçants véreux qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Pourquoi vous n'avez pas affiché les prix, madame? Hein? Pourquoi vous n'avez pas affiché les prix? Monsieur Bouba, allez, faites le constat là rapidement. À l'approche des fêtes de fin d'année où la demande en denrées alimentaires est très forte, le ministère du Commerce demande aux commerçants d'éviter de créer les fausses pénuries pour entretenir l'inflation. Ce que je veux réitérer aux commerçants, c'est de respecter les prix homologués, concertés et arrêtés de commun accord avec le ministre du Commerce, son Excellence Louis Magloire Mbaraga Tangana. De deux, d'appliquer rigoureusement et respectueusement ces prix. 3, de procéder au déstockage systématique de leurs magasins parce que parfois, ils ont tendance à créer, n'est-ce pas, les pénuries fictives, à dissimuler les stocks pour provoquer la flambée des prix. Cependant, certains commerçants disent ne pas se reconnaître dans cette flambée de prix sur le marché. Au niveau des prix, non, les prix c'est la direction qui donne les prix de poisson et nous les respectons. Les prix homologués. Il y a une fiche avec les prix qui nous donne, qui dit que tel poisson peut avoir à tel prix. Et c'est ça que j'affiche au tableau pour pouvoir si les clients ne se plaignent pas, ils ne se plaignent pas généralement. En dépit de ces contrôles, les ménagères redoutent une hausse des prix d'ici la fin décembre, si la flambée des prix provoquée n'est pas maîtrisée par le ministère du Commerce. Au regard des taux de chômage et sous-emploi observés chez les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, la question de l'emploi décent se pose avec acuité au Cameroun et des experts dénoncent l'absence de volonté politique et l'inadéquation entre les formations offertes et les emplois dans les entreprises, ce qui ne favorise pas l'insertion socio-professionnelle. C'est du moins l'avis de ces experts après l'analyse du marché de l'emploi
et la qualité de la formation au Cameroun. D'autres détails avec Emmanuel Diop et Ike Cyril. Avec un taux de chômage estimé à 10,3% chez les jeunes de 15 à 24 ans et 8,9% chez les jeunes de 15 à 34 ans, la situation de l'emploi en ce qui concerne la population jeune au Cameroun est préoccupante. Les jeunes dans les centres urbains sont beaucoup plus touchés avec un taux de chômage évalué à 15,5% contre 4,3% en milieu rural. Réunis à Yaoundé, des spécialistes des questions d'emploi dénoncent un manque de volonté politique qui ne permet pas aux jeunes Camerounais de s'offrir un emploi décent. Nous avons des outils au Cameroun, par exemple le IMO, le haute intensité de main-d'œuvre. Celle-là, ça ne nous coûte rien. Mais où est la volonté politique? On a fait des séminaires et des séminaires, atelier sur le IMO. Jusqu'à ces jours-ci, rien ne décolle. Il faudrait qu'on comprenne que nous avons quelque chose, un grand problème à résoudre au Cameroun, le problème des jeunes. Il nous faut tout utiliser pour pouvoir occuper ces jeunes-là. Chez les jeunes dont le niveau d'éducation est jugé élevé, c'est-à-dire au moins égal au supérieur, la situation est tout aussi préoccupante. Le taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur au Cameroun s'élève à 27,2%. Le Fonds national de l'emploi, qui reçoit de nombreux dossiers de jeunes en quête de travail, déplore l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Nous ne sommes pas dans le plein emploi et il y a une distorsion entre les besoins du marché de l'emploi et ce que le service de formation, le service d'enseignement nous produit comme élément. Donc nous devons nous battre pour ramener ces jeunes et faire en sorte qu'ils sont en adéquation avec les besoins du marché. Si la question de l'emploi est déjà un problème au Cameroun, celle de l'emploi décent l'est encore davantage. Des experts révèlent que sur 10 jeunes ayant un emploi, 8 sont en situation de sous-emploi. Pour le Bureau international du travail, il faut changer de méthode en posant le problème clairement. La bonne stratégie, c'est déjà de voir au niveau des grandes orientations en matière de développement du pays, c'est de bien positionner les questions de l'emploi. Et pour pouvoir le faire, déjà en amont, élaborer une nouvelle politique nationale de l'emploi avec son programme d'action prioritaire. L'analyse diagnostique de l'emploi des jeunes au Cameroun permet de déceler plusieurs causes relatives au chômage et au sous-emploi. À l'initiative de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, UGTC, un atelier sur la problématique de la création d'emplois et la décentralisation se tient à Yaoundé. Et dans les milieux scolaires, la pandémie du Covid-19 sévit déjà. Au regard du nombre de cas positifs enregistrés sur les campus scolaires, l'initiative Survie Cameroun a choisi d'aller auprès de ces établissements afin de leur donner des moyens matériels pour faire face au risque élevé de propagation de l'épidémie de Covid-19, notamment dans la région de l'Ouest. Reportage, Leclerc Sakem. En pleine résurgence de la pandémie du coronavirus qui affecte à nouveau le Cameroun et particulièrement la région de l'Ouest, les établissements scolaires sont sans nul doute l'un des principaux foyers névralgiques à ces moments précis. N'a qu'à évaluer le nombre de cas de contamination recensés au sein de ces établissements scolaires ces derniers jours dans la région. Foulés au pied du mur, le non-respect des mesures barrières est la principale cause de cette explosion de cas de contaminés. Il y en a qui récidivent, qui passent sans laver les mains, mais lorsque je les surprends, j'interpelle de laver toujours les mains avant de continuer, avant d'aller vers le bureau. Voilà ce qu'on faisait. Il y a les caches que d'autres viennent avec, d'autres ne viennent pas avec, mais nous insistons parfois. L'heure est à la remobilisation des forces pour limiter les dégâts que pourront orchestrer cette deuxième vague. De par l'enjeu que représente la santé de ce tout-petit, les membres de l'initiative Survie Cameroun viennent d'effectuer une descente dans quelques établissements de la région du Soleil couchant afin d'aider au renforcement de ces mesures par la remise des cartons de gel hydroalcoolique et des masques de protection. C'est la santé de tous les Camerounais qui... L'initiateur a voulu qu'on protège sans coloration politique. Donc vous comprenez que nous sommes allés dans les écoles. Dans la poursuite de sa politique d'assistance sociale, les appuis en matériel didactique et en denrées alimentaires de première nécessité ont également été distribués aux populations déplacées internes de la crise anglo-saxonne. Parce que nous avons recensé quelques familles déplacées ici à Bafan. Vous savez que la guerre du Nozo
a fait beaucoup de déplacés. Il y a environ 500 000 déplacés internes au pays. Et c'est de ce fait que le président du comité de gestion de suivi Cameroun, Christian Pendaïkoka, nous déploie ces derniers temps sur le terrain, aller vers ces familles déplacées. Vous savez, la famine est une arme redoutable de guerre. En ce moment, il y a des enfants qui meurent dans le Nozo à cause des armes, et par des armes si vous voulez, et on oublie ceux qui meurent par la famine. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont faim. Vous imaginez, cette crise anglophone, elle n'est plus simplement une crise anglophone. Toutes ces personnes-là qui accueillent des étrangers chez eux et qui doivent leur apporter quelque chose à manger. En recevant les dons, les bénéficiaires qui vivent au jour le jour ont émis le vœu de voir cesser de crépiter les armes dans leur région d'origine et qu'ils puissent revenir à leur vie normale d'autrefois. Dans ce chapitre santé, le gouvernement est en train de construire un data center pour objectif la mise en route de la couverture santé universelle. L'ouvrage en chantier à Yaoundé vient de recevoir la visite du ministre de la Santé publique. Manaouda Malaché s'est satisfait, s'est félicité du taux d'avancement des travaux qui se situe à plus de 40%. Quant à l'entrepreneur, il a rassuré que le data center sera livré au plus tard en février 2021. Je vous invite à présent à suivre le ministre de la Santé publique, Manaouda Malaché, est le conducteur de ces travaux de construction d'un data center pour la mise en route de la couverture santé universelle. Nous sommes ici au niveau de la mise en œuvre de ce contrat et il est prévu que le partenaire privé, qui est SUCAM, devrait rapidement se mettre au travail pour que, à l'horizon du premier semestre 2021, que ce projet prenne effectivement corps. Je voudrais très sincèrement ici dire ma satisfaction quand je vois le niveau de travaux que nous avons ici. Et c'est la même chose au niveau de Douala parce qu'il y a deux data centers en réalité. Il y a un data center principal et il y a le back-office qui est à Douala. Au cas où on a un problème ici, que Douala puisse reprendre assez rapidement. Et c'est le même niveau d'avancement des travaux. Et donc avec cela, je crois que les 2 ans de maturité dont on a parlé dans le contrat pourraient être raccourcis pour que le projet se mette rapidement en œuvre. À la date d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 55 jours de l'effectivité du chantier pour une durée de vie de 5 mois. En taux de réalisation en génie civil, nous sommes pratiquement à 48%, presque 50%, parce que nous avons fini pratiquement la fondation. Le rez-de-chaussée qui est entièrement un bunker en béton. La dalle est coulée, elle sera décoffrée pratiquement demain. Et nous sommes sur les élévations à l'étage. D'ici la fin de la semaine prochaine, nous serons en train de préparer la dalle supérieure, parce que la toiture est en béton. Donc c'est un projet qui va sur 5 mois. Ici nous sommes à la date de novembre aujourd'hui. C'est bien parti pour livrer en fin janvier. Dans l'escale internationale, l'Éthiopie fait face à une crise humanitaire. Des milliers de personnes fuyant des combats dans la province du Tigré où ils avaient trouvé refuge, où ils étaient installés. D'autres ont trouvé refuge au Soudan et au Burkina Faso. La menace djihadiste plane sur l'élection présidentielle. La campagne électorale est perturbée. La recrudescence des attaques contraint le Conseil constitutionnel à annuler ou à réduire le nombre de bureaux de vote lors du scrutin présidentiel. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Nadine Yambou. Alors que le pays vit ces dernières heures de campagne électorale, près de 1600 localités n'iront pas aux urnes ce dimanche pour élire le futur président de la République, soit 18% du territoire exclu du scrutin présidentiel. Confronté depuis 5 ans à une recrudescence d'attaques djihadistes à l'est et dans le nord du pays, le processus électoral a été fortement compromis dans ces 2 régions. Les zones ciblées n'ont pas été couvertes par l'enrôlement des électeurs, obligeant le Conseil constitutionnel à constater l'existence d'un cas de force majeure. Le conflit armé au Burkina Faso a coûté la vie à plus de 2000 personnes depuis le début de l'année 2020. Le président Roch-Marc Christian Kaboré, en quête d'un second mandat, est critiqué par l'opposition et la société civile après un mandat dominé par la montée en puissance de l'insécurité. La crise sécuritaire a fragilisé le secteur économique en plus de la pandémie de coronavirus.
La campagne électorale a elle aussi été marquée par des violences meurtrières. 14 soldats de l'armée ont été tués dans une embuscade. Au Burkina Faso, le climat politique est morose et la peur règne dans le pays à quelques jours de l'élection présidentielle. En Éthiopie, le pays est confronté à une grave crise humanitaire sans précédent dans la province du Tigré. Plus de 36 000 personnes, fuyant les combats entre l'armée éthiopienne et les forces tigraines, ont trouvé refuge au Soudan. Selon le HCR, près de 4 000 personnes traversent la frontière chaque jour depuis le 10 novembre. L'ONU lance un cri d'alarme au moment où la province du Tigré est coupée du reste du monde. Dans la zone du Tigré, le comité de la Croix-Rouge indique que les hôpitaux sont débordés avec des centaines de blessés graves. Dans certaines structures, des cas de coronavirus ont été enregistrés, compliquant ainsi la prise en charge. L'ONU exprime son inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire et appelle à un cessez-le-feu. La province du Tigré, au nord de l'Éthiopie, est plongée dans une guerre civile. Ce conflit est le résultat des mois de tension entre le gouvernement central et le Front populaire de libération du Tigré. Le Tigré se plaint d'avoir été exclu du jeu politique. En République démocratique du Congo, malgré la pandémie de coronavirus, le pays peut enfin pousser un ouf de soulagement. La 11e épidémie d'Ebola a officiellement pris fin. En 5 mois, l'épidémie a fait 55 morts sur 130 victimes. Le virus a principalement touché la province de l'Équateur. Selon le ministère de la Santé publique, la bataille a été remportée grâce à la vaccination et le rapprochement des sites de prise en charge vers les communautés. Malgré la fin de l'épidémie d'Ebola, le gouvernement appelle à plus de vigilance, surtout que la consommation de la viande de brousse n'est pas encadrée dans les zones reculées. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allan Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Allan. Stéphanie Ndjomo est libre après avoir passé 10 jours dans les couloirs de la justice. Elle est libre, mais la confraternité a volé en éclats. La cabale contre Equinox Télévision se poursuit et se fait de plus en plus belle. Et selon l'ONG Mandela Center, elle a été contrainte de réaliser une interview dictée et de nombreux Camerounais l'ont suivi sur une radio de la place qui est censée être un média de service public, n'ayant pas donné la parole à Equinox Télévision qui a été accusée à tort d'avoir plus ou moins manipulé cette dame qui, dans cette interview sur une radio de la place, aurait déclaré que l'histoire racontée sur Equinox Télévision n'était pas vraie. Cependant, la direction générale d'Equinox Télévision maintient qu'il n'y a eu aucun manquement éthique ni déontologique concernant la production et la réalisation de ces émissions. Elle refute en bloc toutes les allégations mensongères concernant ces programmes et ces différents invités qui ne sont pas rétribués, il faudrait le préciser. Et dans sa démarche professionnelle, Equinox Télévision présentera tous les faits pour faire la lumière sur cette affaire dans une édition complète à suivre demain, vendredi, sur les antennes d'Equinox Télévision. Avant cela, nous on commence par le débrief tout à l'heure. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Allan. Rendez-vous lundi. Rendez-vous d'abord demain. Ah, demain, vous serez là. Je serai là. Ok, super. Rendez-vous demain 20h, Cédric. Demain 20h, Serge Allan. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite, Equinox. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est la partie réservée au débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Augustin Gueffak, Maître Cheikh Ali Al-Assad, Didier Yimkwa et Alain Djipou. Alain Djipou, est-ce que vous comprenez que ce soit des confrères qui tirent sur Equinox Télévision? Au nom du respect à la déontologie que vous connaissez, il me semble que dans notre métier, il est strictement interdit de tirer, entre guillemets, sur les confrères. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose que j'observe pour ça avoir... devient récurrent, hein. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé toute la semaine dernière? Oui. Je vais aller en revenant un temps soit peu sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Pour dire que de plus en plus, lorsque on nous accuse d'impartialité, d'absence de neutralité, en prenant pour référence un certain type de médias qui a pignon sur rue, à capitaux publics, je suis écœuré que le même média aujourd'hui utilise aussi une image qui n'est pas du tout intéressante pour elle-même, c'est-à-dire donner la parole à tout le monde sauf aux médias qui est accusé. Et là, on est en présence de ce qu'on appelle le traitement déséquilibré de l'information. Le dossier qui a été diffusé ce midi et cet après-midi devrait quand même penser à donner la parole à Equinox, qui est incriminé dans cette affaire, pour qu'on ait au moins les détails techniques et l'explication rationnelle sur le déroulé de l'émission, la production de l'émission. C'était le B à bas. Donc de ce côté-là, ceux qui sont comme des donneurs de leçons ont failli, ont fait, au-delà des questions de déontologie et d'éthique, ils ont manqué à un devoir, celui d'équilibre de l'information. Vous savez, vous êtes un brillant journaliste et vous savez très bien que la notion d'équilibre de l'information est capitale dans notre métier. Et cet organe de presse, de radio, n'a pas cru devoir sacrifier, n'est-ce pas, à cette exigence-là. Ça, c'est d'un. De deux, j'observe qu'il y a comme une cabale. Ça, il faut le dire de manière détachée. Il y a comme une cabale contre le groupe Equinox. Je vais m'expliquer. Cabale, pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que chaque fois que Equinox fait des reportages qui dérangent, que Equinox fait des révélations sur des faits d'actualité, des faits politiques, des faits de société, des manquements liés à la gouvernance, que ça fait des éclats de voix, ça dérange, ça perturbe, et les gens s'agitent. On cherche la petite bête. Vous vous souvenez de la sortie inopportune, j'ai même failli la qualifier d'inopportune du Mincom, lorsqu'il vous a adressé une mise en garde. Bon, aujourd'hui, on a cru penser, on a cru catégoriser Equinox comme une chaîne de l'opposition. Pourtant, le créneau de cette boîte que je connais, je peux avoir la prétention de dire que je connais Equinox, parce que je suis invité à plus d'une émission ici, sur vos plateaux, donc je connais un peu le fonctionnement de la maison. Donc, je ne peux pas comprendre comment une chaîne qui est ouverte à tous les publics, une chaîne qui est aux côtés du peuple, peut être taxée d'une chaîne de télévision pour opposition. Tout simplement parce que certains turiféraires du régime ont du mal à se discipliner, ont du mal à respecter une certaine programmation, et ou bien, à défaut de cela, veulent dicter une façon de faire aux présentateurs de Equinox soit que vous êtes. Malheureusement pour eux, ils ont eu en face, ils ont trouvé garçon, comme qui dirait. Vous n'étiez pas manipulable. C'est pour cela qu'aujourd'hui on vous en veut. Et autant on peut multiplier des exemples à foison pour montrer que Equinox est dans une démarche professionnelle. Vous n'avez qu'à suivre ces différents reportages, dans les grands reportages qui sont faits pour dénoncer la malgouvernance dans l'arrière-pays, les systèmes de marché, les routes, l'état des routes. Vous voulez parler de la route de Minkan, c'est ça? Il y a plusieurs routes. Okay. On a fait, vous vous souvenez, Equinox a fait des descentes sur le terrain dans plusieurs localités du pays où l'accès est pratiquement impossible. Et montrer dans ce visage hideux à la face du monde n'arrange pas tout le monde. Or, c'est le cri... Mais le problème, est-ce que en quoi ça dérange les confrères?
C'est ça donc le problème. Parce que les confrères, parce qu'ils sont de la presse à capitaux publics, pensent que aujourd'hui il va continuer à faire une ségrégation médiatique. C'est pas seulement ceux de la capitaux publics. Non. On a vu une levée de boucliers. L'accent est marqué. Même ceux qui suivaient mon regard, qui ont toute la semaine dernière jeté l'anathème sur Equinox Télévision. Non, vous savez que dans notre paysage médiatique, il y a des francs-tireurs. Je ne vais pas les qualifier. Je ne vais pas les désigner. Il y a des francs-tireurs. Il y a des gens qui sont aux ordres d'une certaine élite gouvernante. Donc c'est le même système qu'on actionne pour descendre Equinox Télévision. Ça, vous le savez. Donc ne soyez pas surpris si les confrères descendent, tirent sur vous à boulet rouge. Et moi, je suis d'autant plus gêné que Equinox fait partie de ce qu'on appelle le service public de l'information. Mais étant une chaîne à capitaux privés, il demeure que nous sommes là pour servir de l'information au peuple camerounais qui a droit à l'information. Okay. Donc on ne voudrait donc plus que ce peuple-là accède à l'information parce que un peuple apparemment qui est informé, éduqué, est mieux à même de défendre ses droits. Okay. Donc je crois que c'est ça dans le point de fond. C'est pour cela que le régime à chaque fois se trouve dos au mur, à chaque fois se sent fébrile, à chaque fois cherche la petite bête sur le pauvre dos, sur la tête nue de Equinox, qui ne fait que son travail avec beaucoup de zèle, avec beaucoup de professionnalisme. Et sur ce plan-là, je ne pense pas que, du point de vue de la pratique même du métier, il y a des choses sur lesquelles on peut s'attaquer à Equinox, qui, de mon point de vue, de journaliste aussi que je suis et de téléspectateur fidèle de ce groupe de médias, je ne pense pas qu'il y ait des choses qu'on puisse reprocher à ce média qui n'a fait que faire son travail. Si nous sommes sur ce plateau, vous ne nous avez pas donné des choses à dire ici. Encore moins prévu des enveloppes pour qu'on se remplisse les poches au sortir de cette émission. Donc vous faites votre travail en toute, nous, invités, on est libre de nous exprimer ce que nous pensons en toute liberté. Il n'a jamais été question qu'on lise des bouts de pensée qui ont été préparés dans les officines ici. Merci Alain Djipo. Voilà. Didier Imkwa, pour vous, qu'est-ce qui peut justifier, vous comprenez cette cabale? Je suis Serge Alontou, je suis assez stomaqué. C'est harisant, horripilant même, c'est que ce théâtre que je vis, que nous vivons aujourd'hui. Voyez-vous, Patrice Charodeau, c'est un linguiste français, il a dit que les médias sont des manipulateurs manipulés. Manipulateurs manipulés. Là, je me pose la question, qui manipule qui et à quel dessein? Je n'irai pas vite en besogne en trouvant un bouc émissaire comme mon ami Alain Djipo, parce qu'il faut se poser des questions. J'ai l'impression, pour le moment c'est encore l'impression, qu'il y a des entrepreneurs du chaos, tapis dans l'homme, qui veulent créer une affaire dans une affaire, non pour ne pas dire que l'affaire qui est devenue l'affaire Njomo n'est pas assez importante. On se serait passé après l'émission de mardi, qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que l'essentiel est là. C'est de mettre fin à la crise du nozo. Voilà l'essentiel. Il ne faudrait pas qu'on nous distrait avec des choses qui ne sont pas assez importantes. Je ne dis pas que la fin du monde n'est pas assez importante. Parce que c'est après une émission qui a capté quand même l'attention, l'émotion de tout un pays, que cette histoire en découle. Vous voyez-vous, la semaine passée, je crois, il y a le Kadian Toumi, son émission Kadian Toumi, qui a été kidnappé et qui a été relâché. Bien avant cela, nous disions que on pouvait débattre, on pouvait dialoguer avec l'élite anglophone, tout simplement en convoquant le fait que l'ingénierie du crime a ses codes, a ses normes, et c'est universel. L'ingénierie du crime est universelle, partout dans le monde, sur la planète. On sait comment ça fonctionne. Vous avez des tueurs qui ne maîtrisent même pas l'enjeu
du conflit, qui ne savent même pas pourquoi ils tuent, tout simplement parce que ils sont vulnérables, manipulables, c'est des chômeurs, endoctrinés, enivrés par du charme, on les envoie tuer, ceux-là ne connaissent rien. Mais vous avez des exécutants, et au-dessus des exécutants, vous avez des commanditaires. Donc il fallait discuter avec des influenceurs. Lorsqu'on prend quelqu'un, une personnalité, une grande personnalité, comme le Kadja Toumi, ou bien Sa Majesté le roi des Fonds, je crois, si je me trompe, et qu'après on les libère, c'est un message qu'on peut s'appuyer sur ces personnalités-là et engager un dialogue franc. Lorsque le chairman, pour qui j'ai un immense respect, est rentré des États-Unis, j'ai dit, non, je ne sais pas du sujet. Restons sur l'affaire qui nous réunit. On a directement parlé de la crise. Je voulais dire que cette histoire de Ndjomo, vous comprenez, c'est de la distraction pure et simple. C'est de la distraction. Donc, je ne sais pas quel dessin, parce que j'entends des bruits. Ndjomo est libre, la grande question c'est pourquoi on continue la question est-ce que c'est parce qu'on veut fermer Equinox, parce que j'ai entendu, ce serait une grosse bêtise. Parce que dans une démocratie, il faut accepter la contradiction. C'est ça le débat, c'est ça la démocratie, la liberté d'expression. Il faut respecter la ligne éditoriale du groupe Equinox. Même si de temps en temps, il y a peut-être des sorties des rails, mais il y a des manières pour appeler un grand groupe comme celui-ci de se réajuster. Moi, je ne suis pas journaliste, j'ai un brillant journaliste en face de moi comme vous pouvez vous réajuster. Si peut-être vos sorties dérangent l'institution, parce qu'on voit ailleurs des médias qui comment dirais-je, ne fonctionnent pas de la même façon par rapport à leur ligne éditoriale chacun, mais lorsqu'il s'agit de l'institution, on parle de la même chose. Mais si c'est là le problème, on n'a qu'à dire simplement au groupe média que bon voilà, sur ce sujet, vous êtes sorti peut-être vous avez peut-être vous n'avez pas respecté les canons du métier par rapport au respect de l'autorité ou bien des institutions. Mais quand moi je me rends compte que pour une émission comme celle-là, il faut penser à autre chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous la table. Moi, ça me fait mal, ça me fait peur. Et je le disais tantôt, que les médias, comme les avocats, la justice, sont des fondements, sont des piliers sur lesquels on construit une démocratie participative forte. Ok. Maître Cheikh Ali, qu'est-ce qu'on reproche à... Qu'est-ce qu'on reprochait à Stéphanie Ndjomo? Vous êtes déjà contente qu'elle soit libre? Oui, je suis extrêmement content qu'elle ait recouvré la liberté. Mais pourquoi donc créer ce qu'on va appeler une autre affaire dans l'affaire Stéphanie Ndjomo avec ce qui s'est passé aujourd'hui? Je dois aussi avouer que j'ai un goût de cendre dans la bouche. Depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais rencontré autant d'obstacles, autant d'entraves dans l'exercice de ma profession d'avocat. Peut-être vous le savez, j'avais été contacté par les filles de Madame Ndjomo qui m'ont vu sur un de vos plateaux, et lorsque leur mère a été interpellée, elles étaient désespérées, elles sont dans un milieu où on n'a même pas suffisamment de quoi manger. Elles m'ont contacté et m'ont prié de prendre la défense de leur mère, tout en me précisant qu'elles ne pouvaient pas me verser le plus petit franc à titre d'honoraire. J'ai pris ce dossier pro bono, comme nous disons chez les avocats. Seulement, au risque de me répéter, je n'ai jamais rencontré dans le cadre d'un dossier autant d'incohérences. J'étais avec Madame Ndjomo lorsqu'elle a été inculpée, lorsqu'elle a été placée sous mandat de dépôt. À ma grande surprise, Madame Ndjomo a été extraite de la prison le lundi, sans qu'on ne m'ait averti. Elle a été extraite de la prison non pas par le magistrat instructeur qui l'avait placée sous mandat de détention provisoire, mais plutôt par le ministère public, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement. Lorsque j'ai été informé, j'ai eu le temps de me précipiter au tribunal militaire et j'ai trouvé que Madame Ndjomo était dans le bureau du commissaire du gouvernement avec
au médiateur représentant du ministre de la Défense, avec le juge d'instruction. J'ai demandé à assister à l'entretien, on ne me l'a pas permis. Donc de 8h jusqu'à 16h, elle s'est entretenue avec ses autorités judiciaires. Ce n'était pas une instruction. On ne nous a pas appris cela, en tout cas dans les facultés de droit. Dans les facultés de droit, on nous a appris que lorsque vous défendez quelqu'un, vous l'assistez à chaque fois qu'on veut s'entretenir avec elle. On ne me l'a pas permis. Le lendemain, j'ai été informé, pas par Madame Djomo, mais par des membres de sa famille et tout, qu'elle a été soumise à des questions pressantes sur la nature des relations qu'elle a avec moi, sur le comment elle fait pour payer un avocat, et tout, sur son acquaintance avec un célèbre parti politique d'opposition, sur ses acquaintances avec une télévision, autant de choses. J'ai, comme de juste, vigoureusement protesté et j'ai annoncé mon intention de demander l'annulation de toute la procédure. Et c'est sur ces entrefaites que Mme Djomo m'a remercié de mes services et m'a annoncé qu'elle allait se passer de mes services. En clair, j'ai été déconstitué du dossier. C'était hier. Évidemment, j'ai donc appris sa libération comme tout le monde à travers les médias. Et j'ai été très heureux pour elle, mais surtout très heureux pour ses filles. Je ne les avais vues qu'à la télévision lors de leurs témoignages, mais lorsqu'elles sont venues dans mon cabinet, éperdues, ne sachant à quel sein se vouer, mais surtout, j'ai beaucoup plus admiré leur intelligence. Dans une situation pareille, peu d'adultes auraient compris que le geste à faire, c'était de chercher un avocat. C'était de chercher un professionnel du droit. Même dans un pays comme le nôtre, où l'avocat peut être bastonné, peut être gazé, peut être outragé, y compris dans une salle d'audience. Même dans notre pays, les avocats font de leur mieux. Et c'est l'occasion pour moi de lancer des félicitations à l'ensemble de la corporation. Nous exerçons dans des conditions extrêmement difficiles. Il faut que l'opinion publique le sache. Lorsqu'on prête serment en tant qu'avocat, on ne sait pas qu'on s'attend à mourir d'AVC à chaque seconde. On ne sait pas l'immense fossé qui existe entre la théorie qu'on a appris à l'école, les enseignements que nous ont dispensés nos maîtres de stage lors des conférences de stage. On ne sait pas que sur le terrain, on va rencontrer exactement le contraire de ce qui nous a été enseigné pendant nos années d'université. Je n'ai jamais appris que le ministère public pouvait encore poser des actes, pouvait prendre d'initiative dans le cadre d'une procédure lorsque le juge d'instruction est déjà saisi. Je profite ici pour rendre un vibrant témoignage, un vibrant hommage au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala, ainsi qu'au magistrat instructeur. Ces deux magistrats sont des personnes d'une courtoisie infinie. Ils ont été très polis avec moi, très corrects avec moi. Mais il faut qu'on sache, si le commissaire du gouvernement peut prendre des initiatives telles qu'extraire un inculpé, s'enfermer dans le bureau avec un inculpé, sans que le juge d'instruction ne proteste contre cet empiètement dans son domaine, alors il faut qu'il sache qu'à leur tour, les officiers de police judiciaire viendront extirper des gens de la prison malgré que ces gens ont été présentés au procureur de la République pour reprendre des initiatives dans une procédure qui est déjà confiée à des magistrats. Ce que j'essaie de vous dire, M. Serge Alain, lorsque nous protestons contre les abus, nous ne le faisons pas pour gagner des honoraires. Je vous ai dit, dans le cadre de cette procédure, mes services ont été sollicités par une jeune fille de 22 ans. La fille de Stéphanie Ndjoum. La fille de Stéphanie.
Elle a fait 7 km à pied pour venir à mon cabinet, pour m'expliquer, pour solliciter mon aide. Lorsque nous protestons contre des abus, c'est parce que chacun de nous est susceptible un jour d'avoir des problèmes avec la justice. Nous, c'est sur ce plateau, nous ne sommes pas sûrs que nous qui discutons sur les conditions d'arrestation ou de détention, ou sur les droits humains, nous ne sommes pas sûrs de dormir dans nos lits ce soir. Il est possible que nous nous retrouvons en cellule, pour une façon, pour une raison ou pour une autre. Et lorsque nous serons, si jamais nous sommes envoyés en cellule ou en prison, nous aimerions à ce moment-là que nos droits soient respectés. Il faut que les citoyens qui sont libres sachent, Monsieur Serge Alain, Oui, maître. il faut qu'ils sachent que si cette liberté est précieuse, il faut qu'ils sachent qu'ils doivent aussi se lever pour la protection des droits de ceux qui sont privés de leur liberté. Parce que ça peut leur arriver à leur tour un jour. Merci. Juste pour chuter, j'ai remarqué que les internautes se partagent beaucoup la citation d'un pasteur qui disait: lorsqu'on a pris les communistes, je n'ai rien dit, lorsqu'on a Martin Niemöller. Je ne sais pas pourquoi, ça circule en boucle. Ça circule beaucoup ces jours. Ça montre que les Camerounais ont compris que nous vivons dans un environnement hostile et où la situation de chacun est précaire. Ok, merci, maître Cheikh Ali Al-Assad. C'est moi qui vous remercie, monsieur Serge. Maître Ngefa, pour terminer, Serge Alain, cette cabale, est-ce que vous la comprenez? Chacun des trois a pris 10-12 minutes. Moi, il ne me reste que 3 minutes pour atteindre 21 heures. Je supplie que la direction... Non, maître, vous étiez là en début de semaine. Donc c'est 21 heures. Non, vous étiez là, non. L'émission s'arrête à 21 heures. Vous étiez là en début de semaine. Je vais enchaîner quand vous voulez. Je vais enchaîner où mon distingué confrère Cheikh Ali s'est arrêté. Martin Niemöller, ce protestant, lorsqu'on l'assassinait, il disait que ça ne concerne pas les protestants. Il était le dernier à être happé. Il n'y avait plus de catholiques, il n'y avait plus de juifs, il n'y avait plus. Donc son tour était arrivé, on l'a guillotiné. Mais mieux, en plus de lui, vous pouvez lire Le Zéro et l'Infini de Arthur Koestler. Parce que on vous montre comment, dans la Russie antique, cela se passait. C'est ce qui se passe actuellement au Cameroun. Si nous voulons commenter la procédure que vous engagez, moi j'ai un problème. Madame Jomo Stéphanie, elle est libre. Comment? En droit, comment on appelle ça? Vous qui étiez l'avocat. Je ne t'ai plus consulté. Quelle est la décision qui lui accorde sa liberté? 2. Au tribunal militaire. Moi, je vois seulement les questions. 3. Elle est passée aux aveux, suivant un média qu'on ne veut pas citer le nom. Mais si elle est passée aux aveux, est-ce qu'elle est condamnée? Si elle est condamnée, est-ce qu'on l'a libérée? Il y a tellement de questions. Vous êtes libéré? C'est ce que vous annoncez. Moi, je ne... Mais est-ce qu'elle a accès, avec votre permission, est-ce que les médias ont accès au dossier de l'instruction? Je n'ai pas terminé. 3. Comment, si ce n'est pas terminé, comment ce média-là a eu accès aux pièces de l'information au point de dresser tout un constat? Donc, il y a toute une nébuleuse autour. Et puis, est-ce que ce procès était contradictoire? Donc, la réalité, c'est que je crois que, comme dirait quelqu'un, le dossier est ailleurs. Ce qu'on nous présente, c'est juste peut-être une petite pièce du puzzle. Je ne souhaite pas que ce soit une des pièces nécessaires pour tordre le cou à un honnête citoyen ou à une bonne société qui se bat pour exister dans ce pays. Je crois que c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Merci, maître. C'est pourquoi je vous ai resté quelques secondes pour 21h. Merci Alain Djipo d'être passé. C'est un plaisir. Voilà, merci Didier Jimkoa. Merci beaucoup. Merci Serge. Merci maître Cheikh Ali Al-Assad. C'est toujours un plaisir. Voilà. De vous écouter. Hein. De venir sur votre plateau. De vous écouter aussi. Ah, invitez-moi plus souvent. Merci maître Ngifak. Merci, un bon bonsoir particulier à tous les téléspectateurs, à tous les professeurs d'université qui nous ont regardés, qui nous regardent, qui nous apportent la critique nécessaire. Nous vous lisons beaucoup et nous nous demandons où est-ce que vous vous trouvez.
Je dis encore bonsoir au professeur Tchadé Eon. Je l'ai lu vraiment avec plaisir. Regarde, hein. Ça me fait chaud au cœur de savoir que ce que j'ai lu se traduit pratiquement avec cette émission à Equinox. Merci d'avoir écrit. Voilà, merci au professeur Tchadé Eon, justement, qui nous regardait ce soir. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, l'avant-dernière de la semaine. La dernière, c'est demain, lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Guantet. C'est où ça?